Avant de freelance, j'étais chef de cuisine. Donc j'étais chef de cuisine pendant 9 ans et à l'étranger. Donc ça a vraiment rien à voir. Et donc j'ai travaillé à Genève, en Suisse, Singapour. J'ai fait un peu le tour du monde. Faut dire une chose, c'est-à-dire que tu as reçu 10 opportunités en 2 jours. Tu as tellement pris la confiance que moi je t'avais dit ok Mathieu, on va se faire un point jeudi prochain sur la stratégie à adopter, la posture adoptée pour négocier la rupture conventionnelle et la réembauche en freelance. Tu pars, il n'a pas du tout entendu le point et du coup j'avais pas pris le versement libératoire et j'avais fait le calcul derrière et j'avais payé 6 000 € d'impôts en plus. Ok, bah c'est le moment charnière. Tu vas quitter ta boîte. Comment tu vas la quitter? Comment ça va se passer avec ton entreprise? Est-ce que tu vas retrouver quelque chose autre chose derrière? Et je pense que tu as été je leur posais des questions auxquelles j'avais la réponse, tu vois, pour voir si, tu vois, ils essayaient pas de m'entourlouper. Il y avait cette appréhension de est-ce que je vais trouver des clients, etc. Je lui dis la seule appréhension que moi j'ai, c'est pas est-ce que tu vas trouver des clients ou pas, c'est est-ce que tu vas t'acheter une Porsche à la fin de l'année ou pas. Et j'ai pas envie que tu t'en achètes une parce que il vaut mieux que tu sécurises tes finances. C'est pas à toi que j'ai dit ça? Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Mathieu Calaoui, qui est freelance depuis 3 jours. C'est ça, ouais. 3 jours. Tu as rejoint la formation il y a combien de temps à peu près? J'ai rejoint la formation il y a à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. 3 semaines, je crois à peu près. 3 semaines. Okay, 3 semaines. Alors, tu as eu un parcours, tu as eu le parcours le plus rapide. Tu as été flash, en fait, au niveau de la formation. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, etc., rapidement, le métier que tu fais, etc., etc. D'accord. Alors, je suis développeur full stack. Je suis orienté front, mais développeur full stack aujourd'hui. J'ai travaillé, après mes études, j'ai fait peut-être un an et demi, presque 2 ans de CDI, pas plus de 2 ans de CDI. Et après ces 2 ans-là, j'ai décidé en fait de changer de format par rapport à mon métier et j'ai préféré me diriger vers du freelancing. Donc je savais pas trop comment le faire, par où commencer. Vraiment, ça peut sembler un peu cliché, mais c'est vrai que le freelancing pour une personne qui a jamais entrepris, ça peut être un peu c'est un peu obscur dans le sens où on sait pas où est-ce qu'on met les pieds, quoi. C'est surtout ça qu'on fait. Donc alors est-ce que tu peux nous dire parce que tu as un parcours quand même assez atypique. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quand même ce que tu faisais avant d'être freelance, tu vois, je pense que ça peut être... Alors, avant d'être freelance, j'étais chef de cuisine. Donc j'étais chef de cuisine pendant 9 ans et à l'étranger. Donc ça a vraiment rien à voir. Et donc j'ai travaillé à Genève, en Suisse, Singapour. J'ai fait un peu le tour du monde. Et quand je suis rentré en France, j'ai voulu travailler dans le domaine du numérique parce que j'ai une personne que je connais qui travaille dedans et ça me parlait bien et je me suis un peu renseigné sur le sujet. Donc j'ai décidé de reprendre les études. J'ai pas fait de formation courte. J'ai repris les études. Je suis reparti à l'école d'ingé. C'était Tessia, maintenant c'est Lessier, maintenant à Cergy. Et donc voilà, donc j'ai fait un bac+2, puis après une licence, et puis après j'ai attaqué un master. J'ai fait un master 1, ensuite j'ai décidé directement de travailler, j'ai pas voulu aller plus loin que le master 1. Et donc voilà. Donc ça a été assez rapide en fait. Après mes années d'études, j'ai tout de suite enchaîné direct sur un CDI, en gardant en tête, en sachant que initialement je savais tout de suite que je voulais être freelance. J'avais déjà cette idée-là en tête que je voulais être freelance. C'était vraiment cet aspect-là du métier qui m'intéressait, vraiment ce côté-là. Est-ce qu'on peut dire que tu étais freelance quand tu étais chef de cuisine? Oui, j'ai toujours été freelance. J'ai toujours été freelance en tant que chef de cuisine. Pourquoi? Parce que il y avait pas. Enfin, c'est un format qui me plaisait bien parce que je pouvais choisir un peu les hôtels, les restaurants avec qui je travaillais. Ça, c'était vraiment très important. C'est moi qui gérais mon planning. Je gérais les pays où est-ce que je voulais aller travailler. Ça, c'était complètement fou. Financièrement, faut pas se mentir, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant aussi. Donc oui, c'est vraiment quand j'ai fait un choix de reconversion professionnelle, j'ai tout de suite regardé la capacité en fait à ce métier-là de pouvoir me proposer ce format de freelancing en fait. Une fois que tu as fini ton master 1, tu as bossé en tant que salarié dans une boîte. Combien de temps t'es resté dans cette boîte-là? Je suis resté un an, un peu plus d'un an. Et ensuite? Ensuite, suite à ça, on m'a fait une autre proposition. On m'a fait une autre proposition pour re-signer en fait en CDI. J'ai accepté le CDI et je me suis rendu compte que c'était pas
c'était pas fait pour moi du tout, pour plein de raisons qui me sont vraiment. Là, c'est vraiment depuis mon prisme. Déjà financièrement, c'était franchement pas intéressant, honnêtement. L'énergie que moi que je déployais personnellement par rapport au retour sur investissement, il était vraiment vraiment pas intéressant. Et j'avais pas la main sur mon planning en fait, sur mon emploi du temps. Ça, c'était, je pense, ce qui me dérangeait le plus en fait. Comme si je voulais demain, je vais monter en compétence sur une techno quelconque, je sais pas, je vais travailler sur React Native, ben, je sais que je vais pouvoir arranger mon planning et bosser sur des React Native. Et je sais que chaque action que je vais faire, chaque heure que je vais travailler, quand je travaille de minuit à 3 heures du matin, c'est de la plus-value pour moi en fait. Je prends la valeur directement. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est intéressant en fait. C'est vraiment cet aspect-là qui est intéressant. Mais voilà. Donc finalement, en à peine un an d'XP entre guillemets réel dans le milieu de l'entreprise, tu te lances en freelance. C'est ça, exact. Alors, si j'aurais pu, je l'aurais fait avant. Franchement, ah ouais. Si j'aurais su, je l'aurais fait avant. Mais Moi, typiquement, j'ai fait une vidéo sur se lancer en freelance et je dis le premier conseil, c'est ne vous lancez pas quand vous manquez d'expérience. Mais je pense que tu es une exception à cette règle-là et on va pouvoir en discuter, c'est que tu t'auto-formes énormément. Dans le développement, on peut le voir, enfin on le voit un petit peu, on le devine en tout cas à ton étagère, on le voit à refactoring, tu vois, typiquement. Tu lis beaucoup et tu t'auto-formes beaucoup, ce qui fait que ta montée en compétences en un an, elle est peut-être équivalente à quelqu'un qui a bossé sur 5 ans en fait. Tu vois ce que je veux dire en termes de gain de rapidité, parce que tu travailles tellement finalement et tu vas peut-être chercher chez les meilleurs en matière d'apprentissage, tu dis ok, qui c'est le meilleur dans ce domaine, ben, je vais attraper son savoir, je vais lui voler un petit peu, je vais le faire mien, et grâce à ça tu montes en compétence beaucoup plus vite qu'une personne lambda qui va pas faire ce travail. en fait, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vraiment super intéressant parce qu'en fait, comme tu as dit, je travaille peut-être un peu plus que la moyenne, mais pas beaucoup plus que la moyenne. Par contre, à quoi je fais attention, c'est mes sources. C'est par exemple, quand j'ai décidé de travailler avec toi, j'ai regardé la qualité de la formation que tu offrais. J'ai pas regardé la formation que tu offrais. Bon, il y avait la formation, mais il y a plein de personnes qui offrent la possibilité de se former, de devenir freelance, de monter de pouvoir monter sa boîte, etc., etc., etc. Mais très peu ont entre guillemets, et ça c'est sans arrogance, ont de crédit en fait réellement, ont de crédit sur le terrain. On trouve très peu d'ingénieurs qui font des formations pour des ingénieurs. Et ça, c'est ce qui a fait toute la différence. Et je pense que, ouais, voilà, je pense que ce que j'ai appliqué en fait pendant mes 1 an de formation, où j'allais chercher les meilleurs mentors à travers LinkedIn ou les réseaux sociaux ou à travers les livres, j'ai appliqué la même règle pour devenir freelance. Je suis parti chercher la personne qui était capable de me fournir la meilleure source de qualité, les meilleures informations et la plus pointue dans son domaine en fait, dans ce cas-là. Donc c'est un concept. Je ne sais pas si tu connais l'auteur et il est professeur aussi, docteur Nassim Taleb. Il a écrit Nassim pas mal Nicolas de Taleb. bouquins. Ouais, exactement. Et il a un terme, c'est skin in the game. T'as entendu parler de ces termes-là ou pas? Pas du tout, non. Et en fait, c'est l'idée de tu mets en jeu ta peau. Par exemple, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu peux pas être entrepreneur et salarié. Parce que quand tu es entrepreneur, en fait, tu joues ta peau. Si à la fin de la journée, tu ne fournis pas l'effort nécessaire, bah, tu gagnes pas d'argent, en fait. Alors que si tu es salarié, en fait, que tu fournisses ou pas, enfin, les intrapreneurs ou je sais pas quoi, alors certes, c'est très bien et tout, ça peut être une première étape, mais au final, si tu ne fournis, enfin, peu importe l'effort que tu fournis, finalement, tu auras ton salaire à la fin de la journée. Et quand tu es skin in the game, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu mets ta peau en jeu. Et c'est quelque chose qui est, je pense, fondamental et que j'invite n'importe qui souhaite se former à se poser la question, est-ce que la personne qui me forme, elle est skin in the game ou pas? Les conseils que tu vas me donner n'auront pas la même pertinence et ils n'auront pas le même intérêt. Je te prends un exemple. Tout ce qui est expert comptable. Alors, je leur tape dessus, alors que je suis content de je suis content de mon cabinet expert comptable et tout, ils sont super cool. Mais si tu vas demain te lancer en freelance et que tu dis je souhaite voilà, me lancer en freelance, etc., mais je ne sais pas trop comment commencer, machin, quel statut je dois prendre, ils vont te conseiller généralement, alors pas tous, heureusement, un statut de société type SASU, EURL, etc. Et pourquoi est-ce qu'ils vont te conseiller ça? Parce qu'en fait, ils ont des services à te facturer.
lorsqu'ils te conseillent ce statut-là. Alors qu'avec une micro-entreprise, qui est généralement beaucoup plus avantageux fiscalement, ils n'ont aucun, ils n'ont aucun service. Tu n'as pas besoin d'un comptable, en fait. Donc, ils vont pas te conseiller quelque chose, ils n'ont aucun intérêt à te conseiller cela. Et quand tu fais une formation chez moi, moi, j'ai aucun intérêt, en fait, à ce que tu ne réussisses pas, en fait. Parce que je te dis ce que je fais, et moi, tu vois mes résultats, enfin, tu vois, mais j'ai fait ce travail de me dire, ok, attends, cette personne, elle me dit ça, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Quels sont ses intérêts? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce que je ne peux pas croiser mes informations? Et du coup, moi, quand je me suis posé la question du statut, je suis allé voir 3 experts comptables différents, j'ai fait mes recherches, je leur posais même des fausses questions. Je leur posais des questions auxquelles j'avais la réponse, tu vois, pour voir si, tu vois, ils essayaient pas de m'entourlouper. Et de cette manière-là, en fait, tu démêles le vrai du faux avec ce travail un petit peu de Sherlock Holmes, et en tout cas, tu tends à trouver la meilleure solution. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental, surtout quand tu fais de la formation, d'aller voir des gens qui sont cohérents, qui l'ont déjà fait, qui ont peut-être un niveau ou deux devant toi, mais qui sont pas très loin, en fait, finalement, de là où tu vas être, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clairement ça. C'est être capable comme je t'avais dit, on en avait discuté. C'était qu'est-ce qui avait fait, qu'est-ce qui a fait que je me suis dirigé vers toi finalement. C'est finalement cette crédit, c'est la capacité à, comme tu dis, skinning the game, c'est être capable de jouer sa peau. Et quand tu vois que la personne, la personne qui te forme, c'est plus une position de leader en fait que de coach. En fait, c'est un peu un Zidane. Moi, voilà, c'est ça. Si je vais travailler avec des personnes, c'est avec des Zidane. C'est avec des personnes qui sont capables de prendre le ballon, de me montrer, de me dire, OK, je suis passé par là, je sais ce que tu expérimentes, j'ai un vrai retour, j'ai un feedback à te donner et il est concret et je l'expérimente encore aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant, en fait. Et on le ressent, en fait, dans l'information. Et je pense que c'est super important de se dire, voilà, on n'a pas une personne qui est là, qui nous balance des slides. Et au contraire, on est là, on parle de réalité, de problématiques qu'il y a sur le terrain. Et voilà. Voilà. C'est un peu comme le prof qui intervient dans une école et qui est encore professionnel, et celui qui est pendant 10 ans prof, qui est un peu déconnecté de la réalité, en fait. C'est les profs d'entrepreneuriat qui n'ont jamais créé d'entreprise. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu le problème, tu vois. Est-ce que tu veux un gars qui est pas prof, mais en tout cas qui a créé son entreprise, qui s'est pris des claques dans la figure parce qu'il a fait des erreurs comme j'ai pu le faire moi à 6 000 euros. Typiquement, j'avais pas pris, tu sais, le versement libératoire au début. Et du coup, comme j'avais quasiment atteint un seuil de la micro, j'avais fait, je crois, 67 ou 70K, je crois que c'était en 2009, de CA. Et du coup, j'avais pas pris le versement libératoire et j'avais fait le calcul derrière et j'avais payé 6 000 euros d'impôts en plus. J'ai fait une dépression. Je crois que j'en parle dans la. C'est sûr que j'en parle dans la formation. Je crois que j'avais fait une dépression. Je m'étais dit, mais putain, j'aurais pu m'acheter une voiture, j'aurais pu partir à New York avec cet argent-là. Ça m'a travaillé. Mais du coup, moi, quand je fais la vidéo de la formation, je te le dis, putain, le versement libératoire, mec, si tu fais plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires, prends-le parce que tu vas gagner plein d'argent. Tu vois, et ça, si t'es pas skin in the game, est-ce que tu vas y penser? Bah, pas forcément, tu vois, parce que t'as pas forcément un intérêt que. Enfin, tu vois, tu l'as pas vécu, ça. T'as pas eu la douleur de perdre 6 000 euros. C'est ça, mais en fait, tu le sais pas du tout parce que quand j'ai monté ma boîte, tu sais, quand tu es sur l'URSSAF, ils te demandent est-ce que tu veux opter pour l'option libératoire. Déjà, je sais même pas si j'aurais fait une start-up déjà à la base. J'étais parti sur une SASU avant, je savais pas. En fait, c'est énormément d'informations. En fait, si je veux pas dire c'est énormément d'informations, c'est un nombre d'informations cohérent par rapport à ce qu'on a à faire. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup, mais c'est archi ciblé et de qualité. Donc ça veut dire que là, en une semaine, j'ai trouvé une entreprise, j'ai dit un client, etc. Mais en 5 jours, la boîte elle est montée, je sais où est-ce que je vais, tout est carré, que ce soit tout est carré en fait, tout est carré. J'ai juste à me concentrer sur, alors que j'aurais pu passer, je pense, des semaines et des mois avant de me poser la question, quoi, et de faire cette recherche et au final me dire est-ce que mon move il est bien ou pas, tu vois. Enfin, je pense que c'est super important. C'est ça, parce que même les assurances, qu'est-ce qu'il faut, mutuelle, est-ce que tu en as besoin, est-ce que c'est obligatoire, assurance RC Pro, machin, et le fait de passer, en tout cas sur un chemin qui est tracé, où la personne elle a déjà fait le truc pour toi, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, tu prends beaucoup plus le train en marche, et t'as pas cette peur, cette hantise de te dire, est-ce que j'ai oublié un truc, tu peux demander, tu vois, au pire, mais t'as l'info.
J'aimerais qu'on retrace un petit peu du coup, ton parcours en entrée de formation, parce que typiquement, quand tu es entré, donc tu étais toujours en CDI, et l'une des questions que je t'ai posées, c'est est-ce que ça t'intéresserait pas de travailler en freelance pour ta boîte? Et c'est ma phrase classique en fait que je pose à tous les salariés et de leur proposer, bah, attends, tu vas démissionner, tu vas quitter dans l'entreprise, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de négocier un deal avec ta boîte pour que cette transition-là, elle se fasse de manière un petit peu plus smooth, tu sais, un peu plus lisse. Et c'est aussi ce que je t'ai proposé. Et suite à la stratégie c'est quoi? C'est de te dire, OK, quand tu vas rentrer dans une négo, l'un des points clés pour gagner une négo, c'est d'avoir plus d'options que l'autre. Ou en tout cas, c'est d'avoir un grand nombre d'options et d'être en capacité de dire non à la proposition qu'on te fait. Quand tu es en capacité de dire non parce que tu as d'autres options, tu es en position de force un petit peu dans la négociation. Tu as du pouvoir. Tu vois, tu ne subis pas finalement la proposition de l'autre. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je t'ai dit de faire? Est-ce que tu peux nous rappeler? Alors, honnêtement, cette transition-là, avant qu'on parle, j'ai été je suis pas quelqu'un d'anxieux de nature, mais ça m'a généré quand même un stress. Ouais. Ça m'a généré quand même un stress parce que je me suis dit, ok, bah c'est le moment charnière, tu vas quitter ta boîte, comment tu vas la quitter, comment ça va se passer avec ton entreprise, est-ce que tu vas retrouver quelque chose autre chose derrière? Et je pense que je pense que tu te rends même pas compte en fait parce que toi t'es tellement t'es dans ce cas-là, t'es freelance et pour toi tu t'es dit ok, tu joues un peu comme tu dis, tu joues un peu ta peau et c'est quelque chose de normal en fait. C'est un peu le lot du freelance en fait. T'as plein d'avantages. Mais tu as aussi, t'as aussi le fait de pouvoir t'engager complètement dedans, qui est un certain nombre de risques à considérer. Et quand on en a parlé, ouais, la stratégie, c'était on avait dit quoi? C'était, alors, que tout me revienne. Que tout me revienne. Alors, C'était, le premier point, c'était il te faut 6 mois d'argent de côté, idéalement, voire plus. c'est ça. C'est un des minimums, on va dire, les 6 mois. Le deuxième point, c'est pourquoi pas essayer de négocier ta réembauche en freelance avec ton employeur. Et le troisième point, c'est commencer à obtenir des leads, donc pour te rassurer finalement de te lancer en freelance, c'est optimiser tes profils par exemple sur Malte. Alors comme toi, tu es développeur, d'ailleurs je ne sais pas si tu nous l'as dit, oui, tu as dit que tu étais développeur full stack, en React particulièrement. React en particulier, c'est ça. Donc tu as cette compétence-là. D'aller par exemple sur un site comme Freelance Info, de poser ton CV, de voir que tu as des opportunités ou en tout cas que tu peux postuler à des opportunités, optimiser ton profil LinkedIn pour commencer à recevoir des opportunités, créer un profil Malte et pour te rassurer, te dire ok, toutes les semaines je reçois quelques opportunités. Alors toutes les missions ne conviennent pas, mais il y a quand même quelques missions qui sont pertinentes. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Bah, en fait, à ce moment-là, je suis parti regarder un peu ton contenu. Moi, je commençais à regarder les formations à ce moment-là. Je me suis dit, écoute, bah, on va déjà aller voir le marché. Est-ce qu'il y a du travail pour moi, en fait, concrètement? Parce que j'en avais juste aucune. Je savais qu'en CDI, je pouvais trouver du travail. Maintenant, en freelancing, je savais pas. Pour moi, c'était mon inconnu. Et j'ai même acheté ton e-book qui était gratuit. Oui, parce que tu l'as offert dans la formation. Ouais, c'est ça. J'avais la formation et j'ai acheté le e-book que tu m'avais remboursé d'ailleurs, gentiment, sur LinkedIn et comment améliorer, comment pimper en fait son compte LinkedIn. Et là, franchement, ça a été un truc de dingue en fait. Donc j'étais surpris parce que le livre, je crois, il a 18 ou 19 pages. J'ai trouvé ça. C'est pas un blog quoi, mais par contre, c'est archi qualitatif. Dans le sens où ça se voit que c'est un livre qui a été écrit par une personne qui a compris le besoin déjà, qui a compris le besoin de métier, ça se voit que c'est un développeur qui l'écrit parce qu'il y a pas mal de ressources qui s'appuient sur des ingés et des blog posts des ingés de chez LinkedIn. Donc c'est très puissant en fait. C'est archi puissant. C'est mon pitch d'ailleurs de vente sur la page de vente. Je la mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Cet e-book, c'est vraiment mon meilleur produit aujourd'hui, je pense. Au-delà de la formation avec de l'accompagnement, je pense que si vous n'avez pas trop de budget, c'est vraiment le premier produit qu'il faut se procurer. Parce que je me suis basé, j'ai lu tous les articles écrits par les ingénieurs de chez LinkedIn qui ont bossé sur ce foutu algo de recherche. Donc j'ai reverse engineering tous leurs foutus articles et dès qu'ils disent oui, par exemple, on regarde le coefficient, le pourcentage de matching entre ce que la personne tape et votre titre LinkedIn, je me suis dit attends, tous les gens qui m'aident et qui mettent dans leur titre j'aide les entreprises, blablabla, blablabla, ils se font démolir au niveau du ranking parce qu'ils n'ont jamais le pourcentage de match qu'il faut en fait, ils sont beaucoup trop gros.
Alors que si tu mets juste ton nom de poste développeur React, et la personne, elle va taper développeur React, tu vois. Elle va pas taper j'aide les entreprises, machin. Ben là, forcément, tu remontes dans les résultats de recherche. Et ça, ils en parlent, en fait. Tu as un petit exemple dans le truc, et moi, je te mets un copier-coller. Tu vois, je te mets la source, Ouais. je te dis, tiens, regarde. Tu veux te le dire en anglais? Voici, alors, voici la source, et voici ce que tu dois faire, du coup. Ouais, c'est super cool. Et suite, en fait, j'ai uniquement en fait touché en fait à mon LinkedIn, dont j'ai pris 2 jours. J'ai travaillé sur mon LinkedIn et on avait travaillé ensemble. T'avais fait une passe dessus, j'ai retravaillé dessus, on t'a refait, tu l'as rescanné encore une fois et j'ai trouvé du boulot. Et j'ai même pas fait en fait, j'ai même pas fait de recherche en fait. À aucun moment, c'est juste en fait, dès que j'ai pimpé mon LinkedIn, j'ai reçu, Combien de propositions tu as reçues? Tu t'en souviens à peu près? franchement, j'ai dû en recevoir une dizaine. Une dizaine en Une l'espace de dizaine combien de temps? en 2, 3 jours. Et j'ai dû en fait, Ah ouais? faire le tri. J'ai dû faire le tri et derrière, bah, dans ces 10 propositions-là, j'ai trouvé mon client avec qui je vais bosser. Là, la semaine prochaine, je commence à travailler avec eux. Donc, j'ai même pas effectué de recherche. J'ai eu j'ai travaillé sur mon profil Malte aussi et mon profil freelance. Je crois que c'est freelance.info, ouais, freelance info, ouais, freelance info, Freelance-info, ouais, .fr. info. Mais je me suis mis en indispo dessus parce que j'avais encore des propositions dessus. Donc oui, oui. Donc ça a été sacrément efficace. Ça a été sacrément efficace. Du coup, en combien de temps tu as trouvé ta mission finalement? Entre la date d'entrée et la date de signature du deal? Tu l'as signé le deal ou pas encore d'ailleurs? Ça y est, c'est signé. C'est signé? Ok, Ça y est, c'est bravo. signé, c'est. Du coup, en Merci. moins de 3 semaines, en moins d'un mois? Non, mais en 2 semaines. En 2 semaines, c'est dingue. En 2 semaines, ouais. Au moment où je suis rentré dans la formation, j'ai commencé à regarder les modules. Et les modules sont intéressants parce que les modules, ils sont pas tous liés les uns aux autres, donc on peut aller vite targeter en fait les modules qui nous intéressent en prio pour voir un peu nos statuts, comment négocier en fait avec son entreprise courante, etc., etc. Ouais, on va dire pendant une semaine, 4, 5 jours, j'ai regardé un peu les modules, j'ai parcouru les modules. Suite à ça, oui, je me rappelle, avant de faire le premier point, tu m'avais demandé de regarder le module 1 complet, de faire tout le module 1 pour avoir un minimum de contenu en tête. Et derrière, bah, j'ai regardé un peu tes formations et j'ai dit, ah, tiens, il y a un e-book. Et du e-book, je suis rentré dedans et j'ai dit, ok, go. Bah, ouais, 2 semaines, 15 jours, ouais. 15 jours. C'est ouf. C'est ouf. Donc c'est rassurant en fait. C'est complètement fou et c'est super rassurant en fait. Donc Cette mission, elle dure combien de temps? elle est indéterminée en fait. Elle a pas de, on n'a pas de date de fin en fait. Et il y a des sur cette mission-là, c'est assez particulier parce qu'on a des freelances qui peuvent, ils sont là-bas, ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Donc en général, c'est les freelances qui mettent un terme à leur mission là-bas parce qu'ils veulent aller sur une autre mission par la suite. Mais il y a un certain nombre de missions disponibles apparemment où bah, tant que tu bosses bien, bah, tu continues à travailler avec eux quoi. Et là, tu as signé pour 3 mois? C'est 3 mois renouvelables, 3 mois, etc., etc.? C'est comme C'est ça que ça, ça. c'est exactement, c'est ça. J'ai signé pour Ouais, 3 mois, ça c'est renouvelable 3 mois, classique, ouais. c'est ça. Et direct, ils t'ont pris pour 3 mois? Directement, ouais. Direct. J'ai passé un entretien avec le CTO, un entretien tech avec le CTO et le lead dev. Il y avait la recruteuse, celle qui m'a trouvé le poste, enfin la boîte de recrutement qui m'a trouvé le poste, ils étaient deux aussi. J'ai passé un entretien technique. Suite à cet entretien technique-là, j'ai passé ensuite un entretien avec le responsable du pôle innovation dans l'entreprise dans laquelle je vais travailler. C'était plus un entretien, on va dire avec un aspect plus humain et plus savoir-être, on va dire. De Personnalité, ouais. 1 heure et quart, quand même. Personnalité, ça. Pendant 1 heure et quart quand même. Et suite à ça, il a dit, OK, go, quand il veut, c'est parti, quoi. Donc, Est-ce qu'il y a des petits conseils que tu as vus dans la formation qui t'ont aidé pour les entretiens, pour oui, les aborder? surtout, ouais, oui, bien, ouais, il y en a un. C'est un que tu m'as rappelé d'ailleurs et qui m'a énormément servi, c'est l'humilité. C'est vrai que quand on sort de formation comme ça, on a tendance à avoir emmagasiné pas mal d'informations et on a envie un peu d'étaler. On a un peu ce réflexe de vouloir étaler un peu nos connaissances, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et c'est vrai que euh, la capacité à rester humble, je pense que c'est mis en avant dans la formation. Tu m'en as parlé.
Et ça, j'ai trouvé ça bien en fait, parce qu'une personne qui est pas ingé, une personne qui bosse pas, une personne qui fait pas du freelancing, qui passe pas des entretiens comme toi tu passes, parce que bah, elle a pas forcément cette expérience-là. Et je pense que ça, c'est super, super déterminant en fait. Ça joue énormément. Donc ça, c'est un entretien qui m'a vraiment marqué. Si il y a un conseil qui m'a vraiment marqué, c'est celui-ci. Après, tu as aussi la partie négociation. La partie négociation, elle est lourde. Ouais. La partie négociation, elle est énorme. Bah oui, parce que tu sais, on n'a pas forcément, en tant que développeur, ou même, on n'a pas tous une personnalité à être capable de pouvoir marchander, en fait. Moi, je sais que je suis pas une personnalité, je sais pas spécialement marchander, en fait. Genre, et en fait, c'est vrai qu'il y a, une grosse partie de la formation, enfin, une bonne partie de la formation qui est, en fait, pour la partie négociation de son TJM, partie négociation payée à 30 jours ou à 2 mois, toutes ces choses-là, mais enfin, j'y aurais jamais pensé, en fait. J'aurais jamais Ouais. Parce qu'en fait, on a du mal, surtout quand on démarre, à voir tout ce qu'il est possible de négocier, tout ce qu'il est possible de faire. Du coup, quand les gens, en plus, qui ont l'habitude, qui sont très commerciaux, ils nous présentent les choses et ils nous disent, bah voilà, c'est comme ça et pas autrement, on se dit, bah ok, en fait, si c'est comme ça les règles, bah, je les accepte, en fait. Alors que non, en fait, il y a des choses, tu vois, tu peux appuyer à certains endroits pour, obtenir un meilleur deal. Juste, je reviens en arrière. Le conseil que je t'avais donné, ouais, c'était être humble, et ça, c'est super important, surtout quand on s'adresse aux opérationnels de la boîte dans laquelle on va travailler. Parce qu'en fait, c'est des gens avec lesquels on va être, eux, ils nous évaluent sur nos compétences, certes, mais ils vont aussi nous évaluer sur l'humain. Ils vont se dire, OK, est-ce que cette personne-là, quand je vais travailler avec elle au quotidien, ça va être quelqu'un de sympathique, et est-ce qu'il va être en capacité à accepter la critique et à embrasser un petit peu nos pratiques en interne, puisque quand tu arrives en freelance, c'est un petit peu aussi à toi de t'adapter, même si tu peux proposer des choses à tes clients, etc. Mais tu es là pour servir le client, c'est ça le service. Hein. Et c'est une posture qu'il est super importante d'avoir lorsque tu t'adresses à tes futurs collègues, entre guillemets, aux futurs opérationnels. Et je crois que la qualité, je me souviens plus exactement, mais j'en parle dans la fiche récap sur la vente, la qualité la plus importante, ou vraiment la posture à avoir pour le patron, celui qui va signer le chèque, je crois que c'est plus de le rassurer sur... le rassurer, je crois que c'est les compétences, je m'en souviens plus exactement, je mettrai un message sur la vidéo, j'ai plus le... Mais c'est deux choses un petit peu différentes finalement. Au sein même de ces entretiens-là, les postures les plus importantes vont varier en fait en fonction de ton interlocuteur. Ouais. Bah, pour moi, ça a été franchement, ça m'a beaucoup aidé en fait. Hein. Que ce soit au niveau de l'entretien, du premier entretien avec les techs que j'ai rencontrés et la recruteuse. Enfin, dans le premier entretien, c'était avec le cabinet de recrutement. Là, parce qu'il y a une première phase de négociation. Et si je me suis rendu compte qu'en fait, c'est uniquement des étapes et qu'il faut être capable de respecter ces étapes à travers les différents entretiens. Et qu'au final, tu arrives à obtenir un peu ce que tu veux au final. Tu arrives, mais en douceur, sans qu'aucune des parties soit lésée, et être capable de garder un bon rapport sur la durée. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable, d'autant plus que quand on est nouvel entrepreneur, bah, on accumule pas mal de stress avec la partie paperasse, la partie négociation, la partie on quitte notre emploi, voilà, surtout que aujourd'hui, moi je vis pas chez papa maman, j'ai un loyer à payer, enfin j'ai une maison à payer, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai tout un tas de responsabilités qui font que ça me permet quand même de rentrer de manière assez sereine dans le game, si je peux dire. Oui. Donc franchement, c'est sans regret. Si c'est à refaire, je le referai. Comme j'ai dit, si j'aurais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait, mais je pense que tu as raison. Par contre, il faut avoir un certain niveau d'expérience, un certain bagage technique pour pouvoir faire du freelance, au moins si on veut avoir des missions intéressantes, du moins. C'est ça, ouais, exactement. D'avoir des missions intéressantes, je pense qu'il y a un petit, on va dire, un certain niveau à atteindre. Quand on l'a atteint, après, on a une vitesse de croisière qu'il faut maintenir et être capable d'entretenir sur le temps, quoi. Est-ce que tu peux nous partager quelques petits tips de négociation que tu as retenus de la formation? Alors, le petit tip, c'est peut-être négocier fort au départ, dès le départ. C'est-à-dire négocier fort, non, dans le sens où on a vite tendance à se sous-vendre, je pense, au départ, quand on est freelance. On a tendance à se sous-vendre et être capable et ça, je pense que c'est super important. Ça, c'est une info que tu m'as donnée qui a été vraiment déterminante.
c'est être capable de savoir combien les entreprises de recrutement nous vendent. Parce que ça, si on peut pas estimer, si on peut pas se faire une idée, si on peut pas savoir, enfin, je savais même pas qui se faisait un chiffre. Moi, je pensais typiquement, naïvement, que l'entreprise allait elle me plaçait dans une entreprise, elle prenait ses 100 euros entre guillemets, et puis au revoir. Alors qu'en fait, non, c'est un revenu résiduel qu'elle a sur chaque journée que je vais travailler en fait dans l'entreprise. Donc, c'est dans son intérêt de négocier. Le cabinet de recrutement a tout intérêt à négocier un pourcentage élevé, à se faire un maximum de marge sur ce qu'elle va nous vendre. Donc, sur ce que nous, on n'aura pas, finalement, pour qu'elle puisse manger le plus possible. Après, voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Je savais pas du tout. Et je pense que ça, c'est un tips qui est vraiment déterminant dès le départ, en fait, pour entre nous. De comprendre. Ouais, de comprendre comment ça fonctionne, finalement, le système. Comment ça fonctionne. Exactement, exactement. Et aussi les différents types de contrats. Est-ce qu'on bosse en régie? Est-ce qu'on bosse au forfait? Ça, c'est super important. Ça nous permet de savoir un peu dans quoi on veut s'embarquer, donc sur quel type de contrat on veut, avec quel type de client on veut accepter de travailler. Et c'est négociable parce que c'est carrément négociable parce que j'avais une proposition sur Malte la même semaine où j'ai la proposition de la mission que j'ai acceptée. Il me proposait en fait de travailler au forfait et j'ai refusé. Et puis finalement, il m'a dit OK, on peut faire quelque chose en régie. On peut travailler ensemble en régie. Donc c'est vraiment important de savoir ça. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote sur le moment où tu as annoncé finalement à tes employeurs, tes ex-employeurs, je ne sais pas si tu peux nous en parler de ça, que tu souhaitais partir en freelance? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Parce que faut dire une chose, c'est-à-dire que tu as reçu 10 opportunités en 2 jours, tu as tellement pris la confiance que moi j'avais dit OK, Mathieu, on va se faire un point jeudi prochain sur la stratégie à adopter, la posture adoptée pour négocier la rupture conventionnelle et la réembauche en freelance. Tu parles, il n'a pas du tout entendu le point, parce qu'il faut que j'explique ça en fait. C'est que j'ai développé toute une stratégie pour négocier rupture conventionnelle et réembauche en freelance chez l'employeur dans lequel on est. Et l'un des points clés de cette négociation, enfin il y en a 2, c'est déjà ne jamais tomber dans l'émotionnel et tomber dans une guerre d'ego. Parce que c'est souvent subi comme perçu comme une trahison par l'employeur, le fait qu'une personne souhaite se lancer en freelance. Donc premier point, il faut éviter à tout prix que ça devienne une histoire personnelle parce que c'est mort, même si ça fait sens d'un point de vue rationnel, le business. S'il y a de l'émotionnel qui se met là-dedans, c'est fini. Donc on ne veut éviter de tomber là-dedans. Et le deuxième point, c'est qu'on veut arriver à faire une offre qui est beaucoup plus facilement acceptable pour l'employeur. Enfin, il est beaucoup plus rentable pour lui d'accepter que de refuser l'offre. C'est 2 points clés, en tout cas, de cette partie-là. Maintenant, toi, tu n'as pas attendu la réunion. Tu es allé quand même bourrin. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Vas-y. En fait, ce qui s'est passé, c'est, et ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai joué un peu ma peau dans le sens où je savais que je voulais plus faire machine arrière à partir du moment où je me suis engagé dans le chemin de l'entrepreneuriat et le chemin du freelancing. Et donc, on est arrivé lundi, j'ai vu que j'avais j'ai eu quelques propositions, j'ai compté mes petits sous, j'ai vu que j'avais j'avais une vision de quelques mois, si jamais demain ça se passait mal et j'arrêtais avec l'entreprise, je pouvais rester quelques mois sans travailler. Et je me suis dit, ok, merde, tu sais quoi, go quoi. Et tu leur en parles, tu leur dis, écoute, tu veux pas rester et que tu leur proposes du freelancing et puis voilà quoi. On commence à en discuter. Et tu m'as dit non, non. C'est vrai, c'est exactement ça. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit non. Je voyais tellement le truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu l'entretien où on en a parlé, où j'ai annoncé ça, ils m'ont dit que, clairement, oui, je peux t'en parler, ça me dérange absolument pas, ça me dérange pas du tout. Mes patrons, ils m'ont dit, non, nous, on veut des employés. Nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut des employés. Texto. Hein. Nous, on veut des employés et on veut que les membres de l'entreprise restent des employés, en fait. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti un peu précipitamment dans l'entreprise parce qu'ils voulaient pas que l'idée du freelancing se diffuse dans les équipes. Donc, ce que je peux comprendre, hein, ce que je peux comprendre si je respecte leur vision. Mais voilà. Donc, pour moi, ça a été un signal un peu. Ça a été un signal, on va dire, j'ai pris positivement dans le sens où, oui, voilà, ça correspond pas à ma vision du métier professionnel dans le développement informatique, en tout cas, et que je me vois
être un freelance et qui mettrait en fait ses services et compétences Mhm. à, à diverses entreprises qui en nécessitent, quoi. Et du coup, parce que tu as eu un premier entretien, parce que Ouais. parce qu'il y a pas un truc, quand même de Ah, trucs à nous dire. alors c'est le Ils premier t'ont fait une entretien. Oui, contre-proposition. oui. En fait, ils m'ont fait une contre-proposition dans le sens où ils m'ont proposé de m'augmenter en fait. Ils m'ont proposé de m'augmenter, genre je crois que c'est une augmentation de 30%, je crois. Ils m'ont dit, écoute, En cash, ça représente combien? Rappelle-nous. en cas c'était pas loin de 15K. 15K? Je pensais que c'était 10. Ouais. On en a reparlé. C'était pas loin de 15K. Ah ouais? Alors attends, parce que ça, tu vois, c'est exceptionnel. Ça, c'est un truc. Les gens, ils disent, ouais, négocier son salaire, etc. Je suis sûr que vous pouvez juste faire la formation, même si vous voulez pas vous lancer en freelance, pour apprendre à négocier. Parce que en espace de combien de minutes de discussion, tu as réussi à avoir plus 15K sur ton salaire. Plus 15K, c'est beaucoup quand même, hein. Bah ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Après, on- Alors, c'est beaucoup oui et non. C'est beaucoup oui et oui, non. Parce que tu vas gagner aujourd'hui, beaucoup là, plus maintenant. voilà, c'est beaucoup oui et non parce qu'aujourd'hui, bah, je gagne beaucoup plus d'un point de vue financier et puis humainement, je gagne aussi beaucoup plus parce que je suis plus épanoui. Oui. Je fais je fais vraiment ce que j'aime faire. Ça, c'est vraiment important de le dire. Donc, ouais, je crois que c'était en 10 minutes. En 10 minutes. 10 C'était minutes de un conversation. T'as de eu combien de conversation. réunions avant ça? Enfin, combien de points? Zéro. Non, non, c'était le premier C'était point. Hein. le premier Zéro. point. Ah oui. Tu leur dis, je Ouais, m'en premier vais, point. etc. Je veux devenir freelance. Ils t'ont dit, on te file 15K en plus, 10K en plus. Ouais, si c'est la partie financière, si c'est l'aspect financier, etc. et tout, on peut négocier. T'es à ça, on peut te mettre à temps. Ça faisait à peu près 13K à peu près. Tu vois, précisément 13K d'augmentation à peu près. On peut te mettre à temps, c'est pas un souci, voilà et tout. Donc ça, c'était le premier entretien, quoi. Et comme j'ai décliné en fait au premier entretien, bah là, il s'est un peu renfermé sur lui-même. Euh, et voilà, j'expliquais que c'était pas une question forcément d'argent en soi. Hein, enfin, je pense que pour être freelance, faut avoir un peu plus envie. Enfin, faut pas avoir que envie de gagner de l'argent parce que c'est pas ça qui fera. Je pense pas que c'est une motivation assez forte, mais ça c'est à mon sens Mhm. que uniquement l'argent. Et je dis ouais, c'était plus une philosophie de vouloir entreprendre, toute cette partie-là qui m'intéresse. Il n'a pas forcément cautionné Ouais. ce que j'ai compris. Et derrière, on a un entretien peut-être une semaine après. Et là, avec le N+1 de cette personne-là, en fait, directement. C'est enfin N+1. Oui et non, avec le responsable, le CEO. Et il m'a dit non, non, nous, on veut des employés, en fait. On veut travailler avec des employés, voilà, on veut des employés. Donc, donc voilà, donc ce que j'ai pu comprendre, hein, Mhm. Ouais, ouais, ils veulent garder les gens parce que quand tu es employé, finalement, je dis souvent, on te possède, entre guillemets, hein, avec des gros guillemets. Mais c'est vrai que finalement, tu as moins de marge de manœuvre lorsque tu es salarié. C'est plus compliqué pour tes augmentations, etc. Même si, bon, là, on le voit quand même. En l'espace de. Ça faisait combien de temps que tu étais dans la boîte et tu as eu 13K d'augmentation? Un mois? 2 mois? 3 mois. 3 3 mois, mois? 2 mois. 3 mois, Ouais. 13K d'augmentation, on est plutôt sur une bonne lancée. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas du tout la même philosophie finalement, parce qu'ils veulent des gens sur le long terme et ils veulent les bloquer en fait. Quand tu es salarié, il faut voir une chose, c'est que pour quitter la boîte, tu as un préavis en général de 3 mois. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile pour un salarié de quitter sa boîte que pour un freelance de dire stop cette mission, j'en commence une autre. Et ce sentiment de liberté, il est mal perçu par l'entreprise parce que l'entreprise, ça coûte cher de recruter. Donc, elle n'a pas envie d'être dans cette dynamique à chaque fois de devoir recruter dès qu'il y a un profil qui sort. Donc, elle veut diminuer finalement le risque que les gens sortent. Et l'une des manières de le faire, c'est contractuellement via un CDI. Ouais, mais c'est marrant parce que dans les métiers, par exemple, dans les métiers de bouche, là où j'ai travaillé avant, enfin un peu Ouais. l'analogie, c'est un métier, enfin, t'as aucun aujourd'hui, t'as pas de chef reconnu ou compétent qui est en CDI. Ils ont Ah tous oui? leur, enfin, c'est un des critères des bons chefs de cuisine dans le domaine de la restauration, c'est soit ils ont leur business, soit ils travaillent en freelance. Ils ont aucun intérêt, ils ont aucun intérêt en fait de signer en fait un CDI. Pourquoi? Parce Mhm. que un restaurant, qu'est-ce qui fait le restaurant? Bah, c'est le chef de cuisine. Oui.
un restaurant n'a pas de sens si le chef de cuisine, c'est les chefs de cuisine qui donnent le sens au restaurant. C'est un peu. Et aujourd'hui, dans le domaine de la programmation, de l'informatique, euh, qu'est-ce qui fait le sens dans un projet informatique? C'est souvent les personnes perçues en costume cravate. C'est pas celui qui relève les manches et qui est en train de, qui est en train de développer l'application. Donc, Ouais, c'est après, je pense que ça t'a changé quand même. Ouais, après oui, mais en tout cas, c'est en France, c'est comme ça que je le perçois en tout cas aujourd'hui. Mhm. C'est encore un peu un développeur en France n'est pas perçu comme un développeur aux États-Unis ou un développeur à Singapour, par exemple. J'ai un ami à moi qui est Oui. développeur à Singapour. C'est des salaires, c'est des salaires autres. Le freelancing n'est pas forcément perçu comme un métier où on se fait uniquement beaucoup d'argent. C'est vraiment, Ah, ok. Donc, voilà. tu veux dire que même en CDI, finalement, on peut très bien s'en sortir aux États-Unis, en Singapour par rapport à la France. C'est plus ça ton point de vue? Non, 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 c'est pas ça du tout que je voulais dire. Ou C'était plus que le freelancing n'est pas perçu comme un métier, comme un business forcément pécunier. je vois ce que tu veux dire. Parce que Voilà. finalement, tu es tellement bien payé lorsque tu es un employé chez Google que le fait d'être freelance, ça n'a pas forcément de sens. Autant bosser pour ces boîtes-là. Et ils sont quand même beaucoup mieux considérés, je pense, les développeurs chez Google que les développeurs chez Capgemini, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est pas le même monde, tu vois. Exactement, c'est pas le même monde. Ouais, effectivement. C'est pas le même monde. Donc, voilà. Ok, bah écoute, je sais même pas si on peut ajouter quelque chose de plus. Enfin, moi, je suis choqué par la rapidité d'exécution que tu as eue finalement, parce que tu as fait ce switch, mais à une vitesse qui est juste folle, quoi. De tous les participants, je crois que j'ai eu de la formation, tu as été le plus rapide à mon avis, mais de loin. Bah, franchement, moi, je suis super content et je l'ai pas fini la formation, hein. Donc, c'est vrai que là, j'ai pas Ouais. eu, là, les 4-5 jours, j'ai pas eu tellement le temps de me mettre à 100% à regarder les modules, etc. Mais je vais commencer à les regarder parce qu'il y a des modules qui sont aussi intéressants. On a le module par exemple, la gestion de patrimoine, comment, parce que c'est vrai que un des conseils que ça m'a fait rigoler d'ailleurs. Une des choses que tu m'as dit quand on a eu notre premier point, tu m'as dit à la fin de la première année, va pas t'acheter un Porsche. Une Porsche, ouais. Mais tu Porsche, sais quoi, tu parce te que rappelles? Tu m'as dit ça. oui, je t'ai dit ça parce que je crois que alors, je sais pas si c'est toi ou pas, mais il y avait cette appréhension de est-ce que je vais trouver des clients, etc. Je lui dis la seule appréhension que moi j'ai, c'est pas est-ce que tu vas trouver des clients ou pas, c'est est-ce que tu vas t'acheter une Porsche à la fin de l'année ou pas. Et j'ai pas envie que tu t'en achètes une parce que il vaut mieux que tu sécurises tes finances. C'est pas à toi C'est que j'ai ça, dit ça? si, mais c'était un. Je crois que c'était, mais je crois que c'est la discussion qu'on a eue en fait. Je t'ai dit ouais, est-ce que en termes de clientèle, tu m'as demandé, tu m'as dit voilà, quelles sont tes appréhensions. On parlait un petit peu au départ, c'était le premier point. Et je t'ai dit ouais, bah je sais pas un peu comment le marché, je le connais pas, je sais pas si Ouais. je vais trouver la clientèle assez rapidement, etc. Et tu m'as dit ouais, mais la seule chose qu'il faut, savoir- qu'il faut dire, c'est la première année à pas t'acheter un Porsche. Et je t'ai dit non, non, mais c'est pas du tout c'est pas c'est pas mon Ouais. objectif. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai parce que en fait, finalement, là, est-ce que tu peux nous donner une idée du chiffre d'affaires que tu vas générer sur l'année 2021 au vu du contrat que tu viens de signer? Au vu du contrat que je viens de signer, on va dire on va dire bah là on a déjà passé janvier, février, mars où bah c'est fini, je commence à attaquer le mois d'avril. On va dire moins 3 mois. Si j'avais travaillé 12 mois, on va dire sur l'année 2021, j'estime, à 100, je crois que je suis pas loin de 120K. Ouais. Je suis pas loin de 120K et de toute façon c'est une année fiscale de toutes les manières. Donc on peut Oui. dire C'est année on parle civile en là, année. pour la micro-entreprise. Ah, c'est année civile. D'accord, Oui. ok. Ok. Donc là je devrais être je pense aux alentours de 90K. C'est énorme. 90K. 90K. Ouais, je m'en rendais pas compte au départ, mais c'est vrai que c'est énorme, ouais. 90K sur ouais, c'est énorme, ouais. Mhm. Donc Même après si tout ne va pas aller dans ta poche et tu vas payer des charges sociales et un impôt sur le revenu, ça fait quand même beaucoup d'argent au final. bah avec Beaucoup plus qu'en salarié en tout cas, par rapport à ce que tu avais avant. ouais, 2 fois et demi, 2 fois et demi, c'est ça? Ok. voire 3, presque 3 fois. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je Et suis tu avais un presque. bon salaire, hein. J'avais un salaire très correct, ouais. J'avais un salaire très correct. Donc oui, il y a une énorme différence. Enfin, en termes de projets, on peut faire de vrais projets, genre à moyen terme, on peut faire des vrais projets, quoi. Ça c'est vraiment ça donne envie de mouiller le maillot, quoi. Mhm. C'est ça.
C'est ça aussi, c'est que tu te dis, je m'investis, je me donne à fond, mais je sais pourquoi je le fais finalement. Parce que déjà, le ROI financier, il est là. Et en plus, je peux choisir les projets. J'ai cette liberté finalement de me dire, OK, ce projet, il est plus excitant celui-là. Je vais monter en compétences. Je vais travailler avec des gens qui sont compétents, puisque quand même, je peux plus ou moins choisir mes futurs collègues parce que je discute avec eux, etc. Moi aussi, je peux leur poser des questions. C'est pas que dans un sens, c'est pas que l'entreprise qui me choisit, c'est moi aussi qui choisis l'entreprise. Et j'ai cette liberté de dire, attends, non, en fait, lui qui va être mon leader technique lorsque je vais être dans la boîte, bah, finalement, il n'est pas si bon que ça. Je ne pense pas apprendre beaucoup, je ne vais pas monter en compétences de manière importante. Bah, peut-être que je vais prendre une autre mission. Ouais, mais là c'est intéressant parce que quand on parlait de ROI, quand on parlait finalement de finance, en fait, quand on met en perspective le coût de la formation et le revenu qu'on génère en tant que freelance, la coût de la formation, enfin, c'est dérisoire, quoi. Enfin, ce que cette formation m'a coûté par rapport à ce qu'elle a généré derrière, c'est totalement dérisoire. Je crois que la formation, elle est à 1400 ou 1500 oui, à l'heure euros. actuelle, en tout cas. Voilà, à l'heure actuelle. Après ça, elle va couler. Après ça, elle va monter. Ouais, c'était 1400 euros. Et juste pour une petite anecdote, alors c'est une anecdote super importante. Tu sais, quand j'ai commencé la programmation, je suis parti en fait à un meet-up. Vraiment, hein, je suis parti à un meet-up. C'était un meet-up Node à Paris, dans le 9e. Et tu avais des mecs qui présentaient un business qu'ils avaient fait. Et ça s'appelait, bon, je vais pas dire le nom parce que peut-être c'est encore ouvert. Et en tout cas, ils formaient des freelances. Ils les prenaient, ils les emmenaient en voyage pendant, je crois, c'était 15 jours. Et ensuite, ils les suivaient pendant, je crois, 8 mois ou un an. Je crois, c'était 1 ou 2 heures par semaine. C'était un format comme ça, quoi. Ouais. Et le coût de la formation, et je parlais avec ce mec-là, etc. Et tout, je lui dis, bah, le coût de la formation, c'est combien en fait? Il m'a dit, c'était 66 000 euros hors taxe. 66 000 euros hors taxe? 66 000 euros hors taxe, et je t'assure, c'était 66 000 euros hors taxe, avec le packaging du voyage, mais même 66 000 euros quand tu pars avec 15 jours en voyage et le mec il reste 15 jours avec toi. Ouais. J'ai trouvé ça pas, ça m'a pas séduit, tu vois, j'ai pas été séduit du tout, tu vois. J'ai pas été séduit parce que t'avais pas ce trade-off, tu retrouvais pas ce compromis, ok, on fait de l'argent avec le freelancing, mais le freelancing, la réalité du freelancing, c'est ça. Et voilà ce que ça implique. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ta formation, c'est ça que je trouve genre intéressant, quoi. Tu vois, là encore, on est encore aujourd'hui en train d'en discuter, encore en train d'en parler. Mais c'est pour te... Et là, et je crois qu'ils avaient, ils s'engageaient sur le fait que s'ils faisaient pas un chiffre d'affaires équivalent aux 66 000 euros dans l'année, ce qui est faisable, 66 000 euros. Ouais, bah oui, tu vas faire plus. En une année, et ben ils te remboursaient, en fait. Ok. Donc voilà. Donc quand on compare cette formation-là à ta formation aujourd'hui, c'est ridicule, quoi, au niveau du tarif. Au niveau du tarif, c'est vraiment ridicule. Donc voilà. Et c'est ça qui m'a fait, ça a été un bon moyen de comparaison en tout cas. Ça a été un bon moyen de comparaison par rapport au tarif. Et en plus de ça, ce qui est intéressant de préciser, c'est que moi je garantis la formation satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc à tout moment, d'ailleurs tu peux encore le faire, demander un remboursement de la formation, mais s'il te plaît ne le fais pas. Voilà, le mec il a tout pris, ça marche bien pour lui, allez ciao. Vraiment même 400 balles. Mais en fait moi j'aime bien dire ça parce que grosso modo, qu'est-ce que je garantis? Je te garantis des résultats en moins de 30 jours. Alors les résultats, ça dépend de ta situation, etc. Hein. Je suis pas Harry Potter, enfin je suis pas un magicien non plus. Mais je te garantis ces résultats-là, et au bout de ces 30 jours, tu vois, si vraiment tu n'as pas trouvé ton compte, bah, je te rembourse, quoi. Ça me paraît normal, entre guillemets, de dire, voilà, je suis pas là pour arnaquer les gens, et c'est un argument commercial aussi, on va pas se mentir, de se dire, voilà, si tu n'y trouves pas ton compte, bah, je te rends ton argent, quoi. Bah, de toute façon, moi je pense que aujourd'hui, l'idée que j'ai, c'est qu'on travaille ensemble sur la durée parce que j'ai encore énormément de choses à apprendre. C'est pour ça que je me dis que la formation, c'est pas uniquement. Enfin, la formation, c'est vrai que la formation, c'est pas que les modules. La formation, c'est aussi les échanges qu'on a parce qu'ils sont vraiment, vraiment très intéressants, ils sont très enrichissants. Donc, ça c'est vraiment je pense le gros point fort de ta formation aujourd'hui, c'est vraiment l'échange qu'on a en fait. Cette proximité-là. Et aujourd'hui, tu es senior dans le développement et senior dans le freelancing. Donc, c'est du mentoring à un prix
Enfin, je pense que le prix, on le regarde plus au bout d'un moment, en fait. Ce que je veux dire, c'est que tu regardes plus. Enfin, 1500 euros, quand tu travailles dans ce domaine-là, tu regardes plus le prix, tu vois. Faut se dire, faut être honnête aussi. Donc, oui, non, non. Je pense que les 30 jours, c'est largement plus qu'honnête. Franchement, c'est largement plus qu'honnête, tu Ouais, vois. ouais. Alors, ils vont croire que je fais du placement commercial, alors que pas du tout. Si ça Bah, aurait un été, petit peu, je le on dis, va hein, mettre les liens. si Les la liens sont en formation, description. ouais, ouais. Si la formation elle aurait été, je pense pour les personnes qui me connaissent, si la formation elle aurait été éclatée, je n'aurais jamais, jamais fait le témoignage. Mais vraiment, ah, mais vraiment, non, pour le coup, vraiment, c'est important de le dire. C'est très. J'aurais dû le dire au début de la vidéo d'ailleurs. Moi, je vais faire un petit cut. Je vais mettre ça. Ouais, ouais. De toute manière, si tu avais dit du mal de la formation, en toute honnêteté, j'aurais tout coté au montage. J'aurais fait le truc parfait, tu vois, parce qu'il faut pas déconner non plus, tu vois. Faut pas abuser. Non, d'ailleurs, non, c'est pour ça. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une formation qui peut être, enfin, pour moi, pour des personnes. Après, je sais pas, hein, je pense que tu es mieux placé que moi pour savoir ça. Pour des personnes qui sortent d'école, honnêtement, pour des personnes qui sortent d'école, qui ont une mentalité un peu de performeur, qui veulent aller loin parce qu'ils aiment ce qu'ils font, pas dans la compétition, mais qu'ils aiment faire du beau travail. Je pense que le freelancing, c'est vraiment le format parfait pour s'épanouir. Non Vraiment, seulement ça, genre. mais au-delà de ça, il y a des, entre guillemets, les soft skills, tu sais, les capacités de savoir-être et même de relations humaines, de vente, de négociation, tous ces aspects-là, finalement, tu vas les retrouver dans une moindre mesure, mais tu les retrouves quand même dans ta vie de salarié. Et le fait de développer ces compétences-là, ça va te permettre, je pense, d'accélérer ta carrière de salarié. Et ne serait-ce que, tu vois, il y a une question que j'aime bien poser aux gens, c'est est-ce que tu sais comment ta société gagne de l'argent aujourd'hui? La société dans laquelle tu es employé, combien elle gagne de l'argent? Première question. Tout le monde ne dit pas oui à cette question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que toi, tu contribues à augmenter le chiffre d'affaires de ta boîte? C'est pas tout le monde qui a cette vision-là. Et le fait de l'avoir, ça te permet quoi? Ça te permet de comprendre qu'est-ce que tu amènes, sur quel curseur tu peux apporter plus de valeur à ta boîte, du coup, pour en demander plus en contrepartie. Et donc négocier ton augmentation. Et ces manières de réfléchir-là, c'est un petit peu ce que j'enseigne aussi dans la formation. Tu vois, je te le répète certainement à mon longueur de vidéo, ces aspects-là, tu vois, pour que ça finisse par entrer, que tu comprennes comment ça marche. Et quand ça devient presque inné, en fait, ça devient en toi où tu te dis, OK, je comprends comment ça marche, voici comment je vais me positionner, etc., parce que ça fait sens finalement. Et finalement, tu vois, les négos, c'est presque, ça devient naturel, en fait, je pense. Mais pareil, pour la partie, c'est intéressant ce que tu dis pour la partie soft skills. Pour moi, c'était pas palpable. C'était pas palpable dans le sens où on en parlait beaucoup, mais en fait là, il n'y avait pas de mise en situation. Je ne savais pas de quoi, en fait, forcément, qu'est-ce que les entreprises attendent quand on parle de soft skills. C'est quoi? C'est dire oui à tout. C'est pas ça forcément les soft skills. Moi j'associe ça à ça. En fait, c'est être capable de se positionner correctement au bon moment, selon l'interlocuteur, et qu'on soit pas forcément tout le temps dans la perte en fait aussi. Oui. Et qu'on ait un interlocuteur qui soit pas forcément lésé. Et ça c'est intéressant. On a eu des interactions, des mises en situation aussi. Ça c'est important de dire, des mises en situation qui permet en fait comme tu l'as dit juste avant, d'intégrer en fait ces notions là et de les ressortir de manière pas mécanique mais naturelle au fur et à mesure des entretiens qu'on a. Par exemple, là j'ai passé un entretien avec une entreprise, ça s'est très bien passé. Je pense que ça se serait bien passé, mais pas aussi bien que ça si j'avais pas eu tes conseils au préalable, ça c'est sûr. Je pense que vraiment c'est sûr, parce que j'ai abordé avec une vision totalement différente. Après les conseils que tu m'as donnés, j'ai abordé en fait les entretiens avec de manière totalement différente. J'avais pas forcément peur. Moi, je suis une personne, j'ai souvent peur de léser la personne que j'ai en face de moi. Donc, négocier de l'argent, pour moi, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. Donc, j'aurais peut-être même sûrement pas négocié en fait mon TJM avec le cabinet de recrutement. Là, j'ai pu le négocier de manière correcte sans que la personne en face se sente lésée. Et toujours en toute transparence. Pareil avec mon entreprise. Donc, pareil avec mon entreprise que j'ai quittée, j'ai pu en fait les quitter en bons termes. Sans que qui que ce soit lésé, sans rentrer dans un discours irrationnel. Et donc ouais, toute la partie soft skills et accompagnement, je pense qu'elle est vraiment vraiment importante. Et c'est pour ça que je te disais, quand tu me disais que la formation elle est remboursable pendant 30 jours, je pense que moi j'ai encore faim de tous ces conseils là pour encore après jours, parce que je me dis que c'est vraiment
C'est de la poudre à canon, quoi. Oui, et c'est un truc que j'ai voulu faire en fait quand j'ai fait la formation, c'était de me dire, je veux que ce soit le plus exhaustif possible. Tu sais, c'est devenir freelance de A à Z. A, c'est je suis salarié et je souhaite me lancer, du coup je suis perdu. Et Z, c'est quoi? C'est j'investis mon argent, j'achète de l'immobilier, j'investis en bourse, mais où est-ce que j'investis? Comprendre un petit peu comment ça marche, l'argent en bourse, l'effet boule de neige, machin. Et aussi, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon chiffre d'affaires? Quelles sont les questions que je peux me poser, que je me pose moi typiquement aujourd'hui, tu vois, sur le freelancing iOS, je fais du développement. Là, je me positionne sur des postes plus d'archi, lead, etc. Mais je me suis en train de me positionner enfin, je me pose des questions sur comment est-ce que moi, développeur iOS, je peux augmenter le chiffre d'affaires de mes clients de manière considérable. Et du coup, je suis en train de me former sur les techniques de rétention sur les applications, comment augmenter la croissance d'une app, comment faciliter le passage à l'action d'un utilisateur sur telle ou telle action, comment mesurer finalement comment on appelle ça, l'interaction qu'a un utilisateur sur l'application. Du coup, j'ai rencontré un jeune qui vient de lancer une startup qui est en train de faire des trucs incroyables sur de l'analytics, tu vois. Et d'ailleurs, j'en parle dans une des vidéos sur le réseautage récemment. Ou comment j'exploite cette information-là pour choper une mission. D'ailleurs, j'attends la réponse du client. Je ne devrais pas dire choper la mission. Un gros acteur de l'e-commerce français. Et du coup, avec ces informations-là, tu peux te positionner non seulement pas comme seulement un expert dans le dev de ton choix, mais aussi comme quelqu'un qui a une vision business de ton client et qui, étant donné que tu as cette vision-là, tu vas pouvoir l'aider à augmenter, parce que la finalité d'un business, c'est quoi? C'est d'augmenter ce chiffre d'affaires, tu vois. Et donc, tu peux apporter d'autres compétences en te formant sur d'autres sujets qui sont un petit peu connexes, finalement, à l'aspect très technique, terre-à-terre, business, tu vois. Ouais, franchement, ça, je trouve ça super intéressant. Pareil, on avait parlé, pareil, sur ce quoi j'allais me former, en fait, sur l'année 2021. Et j'ai dit, peut-être que je vais partir dans ça. Et c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet sur lequel on va encore échanger par la suite pour être le plus attractif, déjà, trouver le meilleur trade-off entre ce que j'aime faire et être le plus attractif sur le marché aujourd'hui. Pas partir dans tous les sens, ne pas vouloir apprendre tout en même temps. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont, je pense, après encore importantes. Mais ouais, c'est super intéressant de pouvoir continuer à développer. Je pense que c'est une vraie stratégie. Il y a une vraie étude à faire sur les différentes sur quel type de skills je vais investir mon temps. Parce que quand on est freelance, notre temps il est quand même assez précieux. Parce que tout ce qu'on fait, on a vocation à toute action, chaque move qu'on va faire, quand on va ouvrir un livre, quand on va faire une formation, quand on va coder, quand on va se renseigner, quand on va aller dans des meet-up ou autres, on va essayer de faire des actions qu'on va pouvoir valoriser par la suite, concrètement. Oui. C'est ça, c'est valorisé par la suite. Et juste, il fait entre le fait de faire une formation qualité et choisir quelle formation et quel type de skills je vais développer, ça encore, je pense que la formation, elle est très importante. Elle est très importante. Je vais donner un exemple typique. La dernière fois, c'est quand il y a 2 jours, je te disais oui, je suis en train on parlait, et tu m'as dit, et je t'ai dit ouais, je suis en train de travailler sur un blog personnel. Sur ton site, ouais. Sur mon site. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit quoi? Et en fait, j'avais vu dans un des modules que voilà, faut pas faire son site parce qu'il y a pas d'intérêt commercialement, il y a vraiment aucun intérêt parce qu'aujourd'hui tout se passe sur LinkedIn, tout se passe et les gros acteurs sur Google. Demain, on tape développeur freelance, ça va être mal, t'es freelance info qui va remonter, c'est pas bon. Ou même ou d'autres plateformes. Mais après, je t'ai répondu oui, non, c'est plus un argument pour travailler sur la partie Node, etc. et tout. Et puis je t'ai dit je vais faire une to-do list, c'est quoi? Voilà. J'ai parti sur quelque chose de plus simple. Mais ouais, et ça c'est super important parce que une personne qui sait pas qu'un blog ne sert finalement à rien et c'est totalement cohérent peut rester. Quand je dis à rien, c'est ouais. Moi aujourd'hui pour retrouver du métier, je ne vais pas utiliser mon blog, ça n'est pas de la plateforme d'échange. Et la personne, si je le mets en lien sur LinkedIn, peut-être que la personne le recruteur va cliquer dessus, mais j'ai déjà mon LinkedIn, j'ai déjà mon mail. Oui, bien sûr. C'est ton LinkedIn qui convertira en première. C'est ça. J'aurais pu passer, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines à le développer, voire plus, je sais pas, selon mes compétences, alors que j'aurais pu développer mes compétences ou lire un livre ou autre sur d'autres skills. C'est vraiment un point important et surtout les sites internet, je me bats des fois avec certaines personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. D'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn où j'avais mis une photo
Et c'était quoi? C'était un site internet pour trouver des missions en freelance. Enfin, créer votre propre site internet pour trouver des missions en freelance, ça sert à rien. Prouvez-moi que j'ai tort, tu sais, genre je lançais le débat. Et autant certains me disaient ouais, mais c'est évident, tu enfonces une porte ouverte, et d'autres qui étaient scandalisés de me dire mais attends, bien sûr qu'il faut un site internet, blablabla, blablabla. Et le problème, tu l'as dit, hein, c'est qu'en fait, lorsqu'on va taper développeur freelance ou même graphiste, je sais pas quoi, tu vas être en concurrence sur les résultats de recherche de Google face à des boîtes qui font de la mise en relation entre graphistes et clients, qui dépensent des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros tous les ans en SEO. Comment est-ce que tu veux apparaître avant? Ouais, c'est clair. Vaut mieux être sur ces plateformes-là, finalement. Vaut mieux. Oui, c'est ça. Et alors, c'est malheureux à dire parce que tu perds un petit peu une commission, en tout cas pour certaines plateformes. Mais au final, quelle est l'alternative en fait en termes de ROI, je préfère être sur Malte, je préfère être sur LinkedIn pour le coup, que me créer un site internet qui sera vu par 3 pèlerins. Et en plus, les seules personnes qui m'ont contacté via mon site internet pour du freelancing, c'était des gens qui étaient passés par mon site, qui étaient passés par ma page LinkedIn. LinkedIn, forcément, parce que c'est un bel lien. Et c'est clairement ce que je m'étais dit. Je vais faire un blog, je vais mettre un lien sur LinkedIn, comme ça ils arriveront sur mon site internet pour redire la même chose que j'ai dit dans mon LinkedIn. Alors, si tu le fais mieux que moi, j'ai pas d'intérêt de faire un site internet. C'est ça. Tu vois. À moins que j'ai quelque chose à vendre, ou j'ai une formation à vendre, ou quelque chose que je vais facturer directement sur mon site internet, là il y a un intérêt. Autrement, non. Donc, ouais, toutes ces choses-là. Donc, oui. D'ailleurs, c'est des sujets sur lesquels je vais embrayer derrière, c'est ma formation continue. C'est une formation continue sur quoi je vais travailler. Si l'entreprise si le client chez laquelle je suis me permet de monter en compétence en plus sur de nouvelles choses, c'est forcément très intéressant. Après, j'ai toujours un second trade qui est la lecture, sur quoi je vais miser dans le futur, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça, c'est des sujets qui sont intéressants à aborder avec toi parce que c'est des questions que je te pose aussi. Aujourd'hui, tu es développeur iOS. Je pense que il y a plein de questions qui se posent autour de ce que tu fais aujourd'hui, de la formation, et c'est des questions qui te parlent, je pense. Oui. D'ailleurs, je te donnerai on pourra en parler, on en parlera en off. Ça sera le secret si les gens vous voulez l'information qui va être donnée en off de mon conseil de sujet de formation pour Mathieu. Abonnez-vous à la formation et retrouvez-nous sur le Slack aussi, parce que c'est pas mal aussi. Il y a de plus en plus d'actions sur le Slack. Il y a pas mal de gens qui me font rire. On parle de fiscalité. On parle de plein de sujets très sympathiques. Donc il y a aussi cette émulation-là, finalement, qu'on voit pas forcément de l'extérieur, mais de feedback sur Slack. Moi, des fois, je partage des retours à chaud de mes négociations, etc., que je raccroche d'un coup de fil. Je dis ce qui me passe par la tête, ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pu dire, etc. Donc c'est plutôt cool sur cet aspect communautaire. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose? J'ai trouvé ça super cool, le Slack. Pour le coup, souvent, je trouve des channels ou des Slack pas forcément, où je vais pas forcément rentrer dans de la conversation. Je vais souvent lire les fils et voir s'il y a. Les Slack, c'est souvent, est-ce que si on a besoin de quelque chose, on va poster, est-ce que les gens vont répondre ou pas, selon la tech, oui ou non. Là, c'est cool, par exemple, pour choisir ma banque. Ça s'est fait en 10 minutes, quoi. J'ai eu le retour de 7 ou 8 personnes. Ok, je suis passé par eux, je suis passé par cette boîte, Boursorama, oui, non, Shine, oui, non, pourquoi, ok. Tu croises rapidement les informations, ok, je prends celle-là, ça me va très bien. Et t'as pris qui du coup? Shine. Shine pour leur application mobile. D'ailleurs, c'est vrai que leur application mobile est très belle et que leur blog sur la comptabilité est probablement le meilleur blog sur la comptabilité pour les freelances sur lequel tu tapes une question, ils sont super bien référencés et vraiment leur blog est pas mal. Je leur fais un petit peu pub parce qu'ils viennent de publier un de mes articles invités aujourd'hui sur comment gérer la crise en freelance que je vais publier bientôt sur LinkedIn. Voilà. Je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Ouais. Donc cette partie communautaire là, elle est super intéressante aussi. Hein. Et les membres, ils sont actifs et en fait, on doit être actif parce que être freelance, c'est être actif finalement, c'est toujours être un peu au courant de ce qui se passe, trouver les meilleurs formats, adopter les meilleurs, faire les meilleurs mouvements pour de transition en transition, être capable, demain si j'arrête de bosser avec l'entreprise avec laquelle je suis, si je suis dans une période de creux, comment je vais valoriser cette période de creux là au mieux, comme si je travaille pas pendant 2 mois, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 2 mois là pour arriver et me dire
bah, je me suis valorisé sur tel domaine. Ok, c'est ce que je peux vendre aujourd'hui. Enfin, je peux aider mon client à travers les différents sujets que j'ai appris pendant ces 2 mois-là, quoi. Donc, c'est vrai que il y a aussi cet aspect-là qui est très important, c'est de se dire, voilà, du temps libre n'est jamais un temps où on va perdre de l'argent. On va valoriser. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant dans le freelancing. C'est de dire, bah non, on n'est pas au chômage. On n'est jamais au chômage. Ok, tu génères de l'argent. Cet argent-là te permet d'être en roue libre pendant des périodes où tu travailles pas. Et pendant cette période de roue libre, bah, toi, tu vas arriver à être capable de travailler sur différentes compétences. Demain, si je veux travailler sur le SEO, bah, je vais prendre une référence sur le SEO, je vais manger le livre pendant 2 semaines, 3 semaines, et puis je vais commencer à travailler dessus et à apporter mon expérience par la suite. Donc, c'est super intéressant. Super. Tu veux rajouter un dernier mot ou on arrête là? Je pense que de mon côté, ça va. Je pense qu'on pourra en parler des heures, mais. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour le coup, pour les personnes qui veulent vraiment, peut-être pour les personnes, parce que j'avais lâché quelques tips pour les personnes qui sont dans les entreprises ou qui hésitent en fait à être freelance. Je pense que pour donner mon ressenti final, c'est que même après avoir souscrit à la formation, j'étais encore un peu hésitant. Et je pense que c'est juste humain en fait. Je pense que c'est juste humain et c'est même pas dû à la formation ou autre, c'est juste voilà, je passe d'un environnement A à un environnement B et tu as toujours cette hésitation là en fait. Jusqu'à ce que tu aies adopté cet environnement B là et que tu te dises OK, en fait, je reviendrai plus à l'environnement A finalement, plus jamais. Et je pense que la formation c'est un bon ascenseur pour bien vivre cette transition de A à B. Voilà, absolument. Si je peux le dire, c'est comme ça que je l'ai vécu aujourd'hui en tout cas. Absolument, et d'ailleurs, je l'ai même pas précisé, mais tu fais partie des rares personnes qui ont acheté cash la formation de leur poche. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent justement se lancer en freelance, vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme Mathieu et de l'acheter cash, même si, comme vous l'avez entendu, le retour sur investissement est bien là. Vous pouvez passer par le CPF, donc le compte formation, ou par l'AGFIS ou le FIFPL en fonction de votre fonds d'assurance formation. Donc que vous soyez salarié ou entrepreneur individuel, il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour se faire financer les formations. Donc si vous voulez en profiter, on peut en discuter ensemble. Donc n'hésitez pas à postuler. Les liens sont en description. Oui, c'est vrai, j'ai payé cash la formation, c'est vrai. Ouais. Mais les formations, en général, si je prends une formation, j'ai payé que 2 formations cash. C'est la tienne et la deuxième, c'est celle de Michael Azerad. Michael Azerad. On lui passe le coucou d'ailleurs s'il regarde la vidéo. Ouais. C'est les 2 formations sur lesquelles vraiment j'avais aucun doute, j'ai dit ok. Bah, c'est les 2 seules formations que j'ai fait d'ailleurs. J'ai jamais fait d'autres formations donc. Et sans regret. Super.